Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez d'Ukraine. Nous avons parlé de l'Ukraine, évidemment, de la situation sur le terrain. Mais aujourd'hui, auparavant, parlons de ce qui va s'ouvrir, le sommet de l'OTAN à Vilnius, capitale de la Lituanie. Je rappelle que Vilnius est à quoi 35 km de la Biélorussie, là où les Russes voudraient installer l'arme nucléaire. À Vilnius seront réunis 31 chefs d'État de l'Alliance, 32 avec la Suède, puisque la Turquie a accepté l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Hongrie aussi est en train d'accepter, donc bientôt 32 membres de l'OTAN. Il n'y a pas que des chefs d'État de l'Alliance, il y a aussi des chefs d'État et de gouvernement des alliés du Pacifique, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Volodymyr Zelensky sera aussi à Vilnius, évidemment, 2 jours de sommet très important. Alors Philippe Folliot, vous revenez d'Ukraine, vous avez discuté, rencontré les responsables militaires ukrainiens. Ils demandent absolument l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Ce qu'il paraît important, essentiel et légitime, c'est qu'ils demandent des garanties pour leur sécurité après, une fois que le conflit sera terminé. C'est un enjeu majeur, parce qu'il faut se mettre à leur place. En 1991, quand il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique et que l'Ukraine a recouvré son indépendance, la communauté internationale avait donné des garanties verbales à l'Ukraine en échange du fait que celle-ci abandonne les armes nucléaires qu'elle avait sur son sol et que celle-ci soit retransférée à la Russie. Force est de constater que ces engagements n'ont pas été tenus, puisque donc la Russie a décidé quelques années après d'agresser l'Ukraine, que la communauté internationale n'a que très mollement réagi, et que en 2014, donc Vladimir Poutine a décidé d'envahir une partie du Donbass et d'annexer la Crimée, au mépris du droit international. Et donc, ce qui importe par rapport à cela, c'est et je crois qu'il faut que nous l'entendions, c'est la volonté des Ukrainiens de dire, et ils l'espèrent, et moi j'en suis convaincu, ils vont gagner cette guerre. Mais c'est de faire de telle sorte que les choses ne soient pas figées comme ça a été le cas depuis 2014. Puisque donc depuis 2014 nous avons un front qui est resté figé jusqu'en 2022, jusqu'à la récente agression, et avec un cauchemar entre guillemets pour les Ukrainiens, c'est que nous nous retrouvions à nouveau avec un nouveau front figé pendant quelques années, et puis une nouvelle agression donc de la part de la Russie un petit peu plus tard. Donc ceci veut dire que à un moment donné, quand le temps de la guerre sera terminé, il faudra qu'un jour il se termine, c'est qu'il puisse y avoir des garanties qui puissent être apportées à l'Ukraine pour que celle-ci, et pour que sa sécurité soit une sécurité non plus individuelle mais collective. Philippe Folliot, je comprends très bien votre démonstration, mais moi je vous pose une question stricte. Est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine demande son adhésion ? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut lui accorder ? Oui. Oui. Tout de suite ? Ou avant la fin de la guerre, pendant la guerre ou après la guerre ? Les mécanismes d'adhésion à l'OTAN sont très clairs. Oui, mais on peut les accélérer. Non, on peut les accélérer. Ils sont longs, mais c'est surtout le principe, c'est qu'il faut l'unanimité. Oui. Donc, oui. La France a dit qu'elle était favorable. Oui. Donc, les États-Unis ont dit... Elle n'a pas dit, la France, qu'elle était favorable à une adhésion pendant la guerre. Oui, mais de toute manière, on sait très bien que ça prendra des mois et des mois. Donc, par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui se fait en claquement de doigts. Et donc, par rapport à cela... Des pourparlers vont être engagés, mais comme l'unanimité requise, on l'a vu, vous en avez fait référence juste à l'instant par rapport à la problématique de la Suède, où tous les pays étaient d'accord pour l'adhésion de la Suède, à l'exception de 2, donc en l'occurrence la Turquie et la Hongrie, et l'adhésion n'a pas pu être formalisée tant que cette unanimité n'a pas été requise. Et tout le monde sait très bien que d'ici la fin de la guerre, obtenir l'unanimité pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN sera impossible. Donc ça, c'est une réalité. Et les Ukrainiens... C'est une réalité. D'ailleurs, les États-Unis et l'Allemagne l'ont dit. Et les Ukrainiens en sont conscients. Joe Biden l'a dit. Et les Ukrainiens en sont conscients. Mais ils le savent. Mais
il faut se mettre à leur place, et c'est tout à fait légitime et dans leur jeu de dire nous voulons rentrer le plus rapidement possible. Mais les mécanismes de sécurité collective, c'est l'article 5 de l'OTAN. Bien sûr. Mais c'est aussi l'article 42, alinéa 7, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de l'Union européenne, qui est l'équivalent de l'article 5. Donc il peut y avoir aussi un autre schéma, c'est le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et qu'il y ait une solidarité de fait aussi, qui soit une solidarité donc européenne et non plus otanienne, pour assurer leur sécurité. Mais je pense que c'est un élément important, parce que finalement, derrière tout cela, que se joue-t-il ? Il se joue deux visions de l'ordre international pour demain. Une vision poutinienne qui est celle d'un ordre international qui repose sur la force. J'ai envie de quelque chose, je le prends. Et Poutine l'a fait à plusieurs reprises. Il a envahi une partie d'un pays indépendant qui était la Géorgie en 2008. La communauté internationale n'a rien dit. En 2014, il l'a fait pour le Donbass et la Crimée. Parenthèse, Donbass et la Crimée, qui pour les Ukrainiens, c'est un peu comme l'Alsace et la Lorraine, à l'époque pour nous, à certains égards. Et donc la communauté internationale n'a que pas ou peu réagi. Et donc aujourd'hui, nous nous trouvons face à cette nouvelle situation. Et donc, il me paraît important de faire de telle sorte pour qu'il puisse y avoir une stabilité à moyen et à long terme sur le flanc est de l'Europe, et bien que l'Ukraine soit totalement arrimée, je veux dire, au bloc des démocraties, puisque c'est le choix et la volonté des Ukrainiens. Et que dans ce cadre-là, eh bien, bien sûr, nous devons les accueillir et faire de telle sorte qu'ils puissent nous rejoindre. Mais pour que ceci puisse se passer et se passer dans de bonnes conditions, avant, il y a un temps, et ce temps, c'est le temps, malheureusement, de la guerre. Et c'est la guerre. Une guerre où aucune décision militaire ne se dessine sur le terrain. Une guerre où on est à l'équilibre entre les Russes et les Ukrainiens. Une guerre qui va durer, qui dure et qui va durer. Philippe Folliot. Si vous me permettez, au regard de ce que j'ai pu voir... Ça fait 1 an et demi, Philippe Folliot, qu'on nous dit que la guerre va cesser. Que la guerre, qu'il y aura un vainqueur... Excusez-moi, ça fait 1 an et demi qu'un certain nombre de commentateurs disent que la guerre va cesser. Mais en tout état de cause, les Ukrainiens, eux, savent sur le terrain que ça sera long, ça sera difficile. Bien sûr. Et qu'en tout état de cause, c'est coûteux. Et que par rapport à cela, je vous dis de manière très très claire, la volonté des Ukrainiens de se battre, elle est totalement intacte. Mais il y a eu une réalité, qui est une réalité de terrain. Aujourd'hui, j'entends un certain nombre d'éléments déclamés ici ou là relatifs je veux dire, à l'insuccès de la contre-offensive. Mais la contre-offensive, elle n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé, elle n'est pas encore engagée. Le principe... Qu'attendent les Ukrainiens pour l'engager ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Si vous me permettez, je vais essayer d'imager les choses. Il y a un mur aujourd'hui. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tapent à différents endroits de ce mur. Et le seul objectif, c'est d'essayer de voir. Il y a des endroits où ça va sonner peut-être un petit peu plus creux. Et donc, après, ils feront porter leurs efforts sur ces endroits-là pour créer une brèche. Et une fois qu'il y aura cette brèche, c'est là où les choses vont durablement changer. Mais c'est particulièrement difficile. Mais parce que ce mur... Les défenses. Et ces défenses russes sont... C'est d'une part une ligne de tranchées, de l'infanterie. Ce sont des galeries. Ensuite, il y a des bunkers. Il y a des tranchées anti-chars. Il y a ce qu'on appelle les dents de dragon pour protéger les axes de communication. Il y a des mines, des millions de mines anti-personnel et anti-chars. Et pour arriver à cela, pour essayer de créer cette brèche, les Ukrainiens sont face à un défi qui est un défi immense. Le premier, c'est d'essayer d'ouvrir, si vous me permettez l'expression, des couloirs non minés. Et c'est un travail qui se fait, j'allais dire presque manuellement, qu'ils font nuitamment, pour essayer d'avancer, j'allais dire mètre par mètre, mine par mine, pour faire de telle sorte qu'ils puissent engager ensuite leur force. Leur grande contre-offensive, annoncée depuis des mois et des mois, annoncée peut-être à tort. Et c'est pas eux qui ont annoncé cette grande offensive, c'est nous et une certaine vision, parce que nous voulons avoir des résultats. Mais les résultats, c'est pas nous qui les décidons. Médiatiquement ici en Europe, c'est le terrain qui décide. Et ce que j'ai expliqué, c'est que en fait, il y a une situation qui est une situation
compliqué parce que les Russes se sont organisés en matière défensive, qu'il y a une règle en matière militaire. C'est la guerre, Philippe Folliot. Voilà, mais il y a une règle en matière militaire, c'est que quand vous êtes attaquant, entre guillemets, il vous faut beaucoup plus de moyens que quand vous êtes défenseur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a un enjeu qui est un enjeu important. C'est la maîtrise de la troisième dimension. Et qu'en ce moment, la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise du ciel. En ce moment, les Russes maîtrisent le ciel. Et donc donc faut-il envoyer et livrer rapidement, le plus rapidement possible, des avions à l'Ukraine? Oui. Et notamment, est-ce que la France doit livrer des Rafales à l'Ukraine? Alors, la France a de disponibles aujourd'hui des Mirage 2000. Bon. Et moi je dis... Mais les Ukrainiens n'en veulent pas. Les Ukrainiens pour l'instant ils se posent des questions. Parce qu'en fait, ils disent les Mirage 2000 c'est mieux que rien, mais c'est vrai, les Mirage 2000 sont moins performants que les avions de chasse russes de dernière génération. Ce qui n'est pas le cas du Rafale. Bon. Après c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enjeux, j'allais dire, propres à notre propre sécurité. Rappelons-nous une chose et deux chiffres. Dans les années 70, la France disposait de 500 avions de combat. Aujourd'hui, nous en avons 150. Oui. Et que les moyens qui sont les nôtres sont des moyens limités et qu'à partir de là, sur un plan industriel comme Dassault qui produit le Rafale a un carnet de commandes qui, fort heureusement finalement, est très rempli pour quelques années. Donc on ne peut pas livrer d'avions, à part quelques Mirages. C'est tout. Le seul moyen que nous aurions par rapport à cela, c'est de les prendre sur nos propres stocks. Et nous l'avons fait pour livrer des Mirages à la Grèce. Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire à nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Mais il y a d'autres... Il y a une escalade. Comprenez l'opinion publique, Philippe Folliot. Enfin, vous le savez aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là, mais l'opinion publique entend sans cesse, on va livrer de nouvelles armes, on va livrer de nouvelles armes. La guerre ne bouge pas. La situation militaire ne bouge pas. La situation militaire a beaucoup bougé depuis le début. Parce que au début, simplement l'offensive russe a été stoppée. Rappelons-nous quand même quelques éléments de situation. C'est qu'au début, la crainte, c'était l'effondrement total de l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Non. Et vous savez, sur le terrain, moi j'ai vu. Mais est-ce que l'escalade militaire est la seule solution? Est-ce qu'aujourd'hui, oui? Aujourd'hui, c'est pas une question d'escalade militaire. Aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir donner aux Ukrainiens l'opportunité, la possibilité et la capacité de pouvoir reprendre et retrouver leur intégrité territoriale. Donc pour cela, si vous me permettez l'expression, il faut faire bouger les lignes. Donc c'est pour cela que les Ukrainiens sont à la manœuvre. Donc pour essayer d'avancer, ils sont particulièrement déterminés. Moi j'ai vu des soldats fatigués, pour certains d'entre eux presque épuisés, mais complètement déterminés. Et avec un élément qui est un élément de différenciation fondamentale entre Russes et Ukrainiens. C'est que côté russe, il n'y a aucun élément de prise en considération de la vie humaine. Côté ukrainien, du ministre de la Défense que nous avons rencontré, des officiers généraux, des officiers, des sous-officiers, tout le monde nous disait ce qu'on souhaite, c'est avoir des moyens pour protéger nos soldats, pour protéger, j'allais dire, les vies humaines autant que possible. Mais bien entendu, évidemment. Ce qui est la moindre chose. Non, mais c'est la guerre. 60 000 Russes, c'est la guerre. 60 000 Russes ont perdu la vie ou ont été blessés, ne serait-ce que sur l'attaque et la reprise. Pas totalement totale, mais partielle de la ville de Bakhmout. Ouais, ça, ce sont les Ukrainiens qui le disent. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, sur le terrain, on a des témoignages. C'est l'avantage quand vous allez sur le terrain. Vous écoutez. Écoutez, je connais ça, le terrain. Pas moi directement, mais indirectement. Un élément tout à fait symbolique. Je parlais des mines qui sont mises en place par les Russes partout. Eh bien, maintenant, on arrive dans un schéma où les Russes parfois sautent sur leur propre mine. Bien sûr. Parce qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils les ont mises et avec tout ce que cela entraîne. C'est la guerre. Philippe Folliot. Donc vous dites, c'est clair, il faut l'adhésion. Il faut absolument que l'Ukraine adhère à l'OTAN et il faut absolument armer l'Ukraine au maximum. C'est ce que vous dites. C'est clair. Bon, c'est clair. C'est clair. Dernière question. Est-ce que ça ne risque pas d'amplifier encore un peu plus le conflit ?
Mais ce qui amplifie encore un peu plus le conflit, c'est la durée, c'est la position de la Russie. N'oublions pas, excusez-moi, mais oui. n'oublions pas, qu'est-ce que ça changerait? N'oublions pas que dans cette histoire, au départ, il y a un agresseur et un agressé. Oui, c'est qu'on ne sûr. peut pas les mettre sur le même plan. Certain. Et que dans ce cadre-là, eh bien, que l'agressé, donc en l'occurrence l'Ukraine, essaye de retrouver, je veux dire, son intégrité territoriale. Je parlais à tout à fait à Essian tout à l'heure. De l'Alsace et la Lorraine. Je veux dire, c'est comme si en 14-18, on aurait dit à un moment donné à nos poilus, bon, on arrête de combattre. Là, vous avez plusieurs centaines de milliers de vos camarades qui sont morts au combat. On arrête de combattre et puis finalement, on va dire unilatéralement, parce que d'autres nous demandent d'arrêter de combattre, donc de laisser une partie de l'Alsace, la Lorraine, aux Allemands ou le contraire. C'est pas possible. Et donc, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui décideront, le moment venu, s'ils veulent aller à la table de la négociation et quelles seront les conditions de la négociation. Et c'est pas nous qui allons leur imposer. Ce sont les alliés qui décideront de livrer ou pas des armes. Hein. Mais c'est notre devoir de le faire, de les aider et de les soutenir, parce qu'ils mènent un combat pour leur intégrité territoriale. Mais n'oublions pas aussi qu'ils mènent un combat au niveau des valeurs, c'est-à-dire pour la défense de la démocratie, la défense de la liberté, et que ça, c'est un enjeu et un élément essentiel. Au-delà aussi d'une certaine vision du droit international, des relations internationales qui devront reposer sur le droit et non sur la force. C'est tout ce qui est en jeu en Ukraine. Merci Philippe Folliot d'être venu nous voir dans tous les cas. Changeons de sujet, vous réagissez, 0826 300 300, changeons de sujet. Parlons maintenant du prix de l'essence avec Jean-Yves Manot, président de la CLCV, l'association de consommateurs. Jean-Yves Manot, bonjour. Bonjour. Alors qu'avez-vous constaté ? Vous avez constaté que les marges, les distributeurs, les grands distributeurs, hein, je parle d'Intermarché, Leclerc, Système U et d'autres, ont augmenté leurs marges sur les carburants ? C'est cela ? Absolument. Et nous avons comparé les marges brutes des années 2018 à 2021 qui se situent autour de 15 à 18 centimes par litre. Et nous constatons que depuis 2023, janvier 2023, ces marges brutes évolue entre 25 centimes et 29 centimes par litre. Même si nous constatons depuis 2 mois un léger effritement de la marge, potentiellement avec du gazoil qui est à 23 centimes et l'essence samplon 95 de 25 centimes. Les marges, 23-25 centimes. Le samplon prix moyen 1,81 €, le samplon 95 et le gazole à 1,67 € en moyenne en ce moment. Bon, c'est marges, mais les distributeurs disent c'est faux. C'est faux. Bah écoutez, nous constatons que potentiellement depuis ce week-end, quelques grandes surfaces font des opérations à prix coûtant. Oui, notamment Leclerc. Oui, mais alors rejoint en partie par Intermarché, etc. Nous constatons simplement que le président de l'Union française de l'industrie pétrolière s'est étonné lui-même des prix de carburant avec et Super U, le patron de Super U, en disant oui, nous constatons une reconstitution de marge. Sans aucun doute, mais dans l'opération anti-inflation, je pense que la totalité des grandes surfaces ont focalisé leur communication sur la baisse de quelques centimes ou sur les produits alimentaires et se sont pas focalisé sur le carburant, bien au contraire, puisque c'est un produit essentiel et pendant qu'il faisait 2 centimes de remise potentielle sur le paquet de pâtes, etc., ils ont augmenté de 7 à 8 centimes la marge sur le carburant. C'est un constat lucide et aujourd'hui, ce qui est assez scandaleux d'ailleurs, et nous pensons, que la marge classique doit tourner de la marge brute autour de 18 centimes et non pas de 25 ou 28 centimes. Voilà, donc nous appelons l'ensemble des grandes surfaces qui représentent 65% de la distribution du carburant en France d'être plus offensifs pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et de leurs clients. Oui, je comprends, Jean-Yves Manot. Vous voulez dire par là que
Vous voulez dire par là que les grandes surfaces qui, notamment sur les carburants, ont perdu un peu d'argent parce que les marges étaient beaucoup plus faibles. Enfin, ils ont fait moins de marge il y a quelques mois et essaient de se récupérer aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était exactement le constat aussi de l'Union française de l'industrie pétrolière. Voilà, et donc à partir de là, je pense qu'il y a la raison de l'emporter. C'est bien gentil de faire la publicité pour dire potentiellement on baisse nos prix de l'huile, le sieur, etc. de 10 centimes, mais en même temps sur un produit essentiel qui est le carburant, bien évidemment, notamment dans les zones rurales, etc., c'est absolument indispensable pour eux. Et l'effort qui est engagé timidement depuis ce week-end doit être généralisé, et non pas le week-end, mais toute la semaine, des opérations à prix coûtant pour pour aider les consommateurs qui partent en vacances, aider les consommateurs et le pouvoir d'achat. Oui, mais il y a et ceux qui roulent tous les jours pour des raisons professionnelles, par exemple. Bon, écoutez, dernière question, Jean-Yves Manot, très vite. Les stations indépendantes, les marges ont bougé ou pas? Non, mais c'est explosif. Les stations indépendantes, il y a des prix assez extraordinaires. Ils profitent de leur situation peut-être de quasi-monopole sur le plan local pour arriver à avoir des prix relativement extrêmement extraordinaires et même scandaleux, il faut le dire. Merci Jean-Yves Manot. Merci beaucoup. Vous veillez à la CLCV. Vous veillez. Bien, il est 10h57. Vous l'avez constaté ou pas constaté, vous nous dites 0826 300 300. Nous allons ouvrir un autre débat tout à l'heure, entre 11h et midi. Un débat très intéressant après les déclarations de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, qui envisage de baisser les notes des copies du bac truffées de fautes d'orthographe ou de français. Est-ce qu'il a raison? Qu'en pensez-vous? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio, vous ne ratez rien. Merci d'être avec nous. Il est 11h04, faute d'orthographe, faute de français. Nous en parlons ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je fais très attention à ce que je dis, parce que bon... Elisabeth Alain Moreno est avec nous, secrétaire générale du syndicat de l'éducation UNSA. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Xavier Laurent Salvador, agrégé de lettres modernes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bernard Fripia, coach en orthographe. Ils vont être contents, les Québécois, de se faire appeler coach. Comment diriez-vous d'ailleurs? Formateur, c'était pas mal. C'était pas mal. Pour les Québécois, il vaut mieux formateur. Oui, mais pour nous aussi. Voilà. Pour nous aussi, pour les Belges aussi. Aussi, oui. Belge de langue française. Absolument. Bien. Sinon oui. Bon. Et puis nous passerons un petit coup de fil à Aurore Ponsonnet, qui est linguiste, auteur du Bled, Les 100 fautes à ne plus faire, que vous connaissez aussi, évidemment, qui sera avec nous par téléphone tout à l'heure. Nous allons parler d'orthographe, de fautes de français. Pourquoi? Parce que le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé dimanche. Il veut améliorer l'orthographe des élèves et il va lancer, dit-il, un vaste chantier. Nous verrons. Qu'a-t-il dit? À partir d'un certain niveau de langue trop problématique, la copie pourrait ne pas dépasser une certaine note. Il parle évidemment niveau de langue problématique, il parle de faute d'orthographe et de faute de français. Est-ce que vous pensez que il faut, à partir d'un niveau de langue trop problématique, sanctionner les élèves? Alors, vous commencez. Dites-moi. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, puisque ça fait quand même des années qu'on entend nos élèves sont de moins en moins bons en orthographe. Mais on entend, c'est la réalité. Alors, mais je pense qu'il n'y a aucun enseignant aujourd'hui qui pense ou qui dit le contraire sur le fait qu'il y a un nombre de fautes important d'orthographe dans les produits les écrits des élèves. Tout à fait. Après, on est aussi vit aussi dans une société où l'écrit et l'orthographe n'ont plus la même place. Il faut le prendre en compte. Les exigences aussi du monde professionnel ne sont pas les mêmes. Après, c'est quand même regrettable
démarrer, en tout cas d'annoncer un vaste chantier sur un travail à faire sur l'orthographe en commençant par le mot sanction. C'est un petit peu ça qui interpelle et qui est dérangeant. C'est-à-dire que quand on veut apprendre à un enfant à nager, quel que soit son âge, on ne commence pas à vérifier s'il coule et puis à le sanctionner parce qu'il coule. Il y a quand même une mise en place d'un dispositif d'accompagnement par rapport à l'orthographe aux élèves à étranger. Vous pensez que ce chantier doit être ouvert ou pas ? C'est une question. Je vous pose franchement la question. Il a déjà été ouvert, puisque sous Jean-Michel Blanquer en 2020, on a eu un plan français mathématique qui est en cours. Il a été ouvert, mais sans grande efficacité, apparemment. Il est en cours. Nous verrons, oui, c'est vrai. Il est en cours. Donc, et puis ce sont des élèves qui ne sont pas encore au bac. Bon, alors je vous pose une autre question. Est-ce que vous pensez que ce chantier doit être ouvert ? Sur l'annonce de notre ministre. Non, sur l'orthographe et sur les fautes de français. Est-ce que ce chantier doit être ouvert ? Moi, je pense qu'il doit surtout être approfondi dans le sens où les enseignants font déjà leur métier d'accompagnement au français à l'orthographe et que par contre, leur donner davantage le temps et les moyens de le faire, oui, si on appelle ça un chantier qui doit être ouvert, oui. Alors je vous pose encore une autre question. Est-ce qu'il est indispensable d'améliorer l'orthographe des élèves français ? Bien sûr que c'est indispensable. C'est indispensable. Mais bien sûr. C'est indispensable. Évidemment que c'est indispensable. Xavier Laurent Salvador. Mais absolument. Non seulement c'est indispensable, mais je crois que c'est un chantier qui doit évidemment être ouvert. Je pense qu'effectivement, la majorité de nos collègues est évidemment sur cette ligne-là. Je crois que finalement, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que finalement, le vrai problème ici, c'est la caporalisation de l'éducation nationale. Ça fait bien 30 ans aujourd'hui qu'on a stérilisé les enseignements de langue et d'orthographe dans l'éducation nationale sans tenir compte de ce que disaient les enseignants dans les classes. Et aujourd'hui, voilà un ministre qui nous dit qu'elle doit comment noter, comment sanctionner et quoi enseigner. Et moi, j'ai un peu l'impression aujourd'hui, si vous voulez, que d'un ministre qui devrait être au service, étymologiquement, de son administration, on en arrive à quelque chose qu'on avait déjà observé au moment de la modification du Conseil des sages de la laïcité, à une espèce de reprise en main ou de recaporalisation qui ne sert à rien. Oui, non, mais d'accord, mais là, je suis bien d'accord. Mais aujourd'hui, la réalité des faits, dans les copies, lorsque vous êtes examinateur d'une copie de bac, que vous voyez une copie truffée de fautes d'orthographe, vous baissez la note ? Moi, j'ai bien sûr. Vous baissez la note ? Est-ce que les enseignants, examinateurs, correcteurs, baissent la note ? Enfin, moi, j'enseigne à l'université et j'ai la chance de pouvoir intégrer dans mes évaluations la prise en compte de la qualité de la copie. J'ai été formateur. Donc vous baissez la note sur certaines copies ? Bien sûr, et je n'attends pas l'ordre d'un ministre. Est-ce qu'il faut le faire au bac ? Mais ça me semble évident, non ? Alors c'est une sanction. C'est une sanction, c'est une évaluation. C'est une sanction, pardon. On est bien d'accord. Non. Bon, mais alors vous reprochez au ministre ce que vous faites ? Absolument pas. Je reproche au ministre d'aboutir en fin de chaîne, faut comprendre, d'aboutir à la fin d'un processus, une espèce de reprise en main, alors qu'en réalité, je pense que bien beaucoup de nos collègues seraient déjà sur cette ligne-là si on les avait laissés faire depuis 30 ans. Et donc c'est ce qu'on appelle une mise en situation d'incompétence. Vous contestez une réalité. Bernard Fripia, est-ce qu'il est important de sanctionner ? Vous contestez une réalité, puisque vous baissez les notes. Mais c'est une sanction, vous sanctionnez les élèves. J'ai été au jury du CAPES en grammaire. Ouais. J'ai mis 0 à un étudiant. Et pourquoi ? Parce qu'en grammaire, à l'oral, le candidat confondait verbe, adjectif, nom, c'est embêtant, dans une confusion incroyable. Il a été recruté. Ouais. Mais vous avez mis 0 quand même. Vous avez sanctionné, vous. Bien sûr. Bon, d'accord, il a été recruté parce qu'on manque de personnel. Mais ça, c'est autre chose. Oui, mais vous avez sanctionné. Comprenez ce que je veux dire. C'est vous contestez la sanction, mais vous sanctionnez. Ah non, je la conteste pas. Ah bon, vous ne la contestez pas. Vous la contestez. C'est surtout parce que l'annonce, elle démarre par la sanction et que là, on peut sanctionner quand en amont, on a mis en place un dispositif d'accompagnement à la fois des élèves et des personnels, parce que là, aujourd'hui, les personnels, collèges et lycées, n'ont pas la consigne de sanctionner l'orthographe quand on évalue de l'histoire-géographie, quand on évalue une autre discipline. Non, ça n'est pas... Certains le font, d'autres non. Oui, mais la consigne, ça n'est pas de faire porter l'évaluation et de sanctionner par rapport à l'orthographe. Par contre, si on change la règle, parce qu'on considère qu'on doit absolument refamiliariser nos élèves avec l'orthographe, parce que c'est une exigence importante, non seulement pour mettre du sens aussi, parce que l'orthographe, elle fait sens, ça veut dire qu'on a
averti à la fois personnel et à la fois élève, et que tout le monde se met dans cette disposition-là. Ça change beaucoup la sanction pour le coup. En fait, Pape Ndiaye enfonce une porte ouverte, quoi, si j'ai bien compris. Bon, Bernard Frépien. Bah, déjà, c'est marrant, parce que donc, on peut avoir 0 au CAPES et être engagé quand même. Bon, on va peut-être supprimer le CAPES, parce que bon, on peut pas faire moins, donc je sais pas comment on fait pour le rater. Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, enfin, que le ministre dise ça, pourquoi pas, bon, mais... Je vois pas pourquoi ça fait débat, d'ailleurs, entre nous. Et puis, c'est même pas ça, mais c'est pas... On fait débat, nous, on organise débat, mais franchement... À la limite qu'on dise aux profs de français d'essayer d'améliorer, la manière de le faire, c'est aux profs de décider. C'est quand même un peu un gag. On dit aux profs, voilà, vous devez sanctionner dans les... Mais ça dépend. Alors, au niveau du bac, ce national, je sais pas. Mais vous êtes devant une classe, eh ben, ça dépend. Il y a des élèves, si vous les sanctionnez sur l'orthographe, vous savez que ça va les motiver, donc à la limite, vous le faites. Vous avez un autre élève, vous savez que ça va plutôt l'angoisser et le déstabiliser, qu'il faut utiliser une autre méthode. C'est au prof, c'est le type qui est devant sa classe qui doit décider. Oui, mais une copie, c'est anonyme. Lorsqu'il y a un correcteur, le correcteur a devant lui des copies anonymes. Copie oui, mais là, alors ça dépend la matière. Je suis désolé, si c'est un examen d'histoire ou de géographie, l'orthographe ne doit pas jouer. Parce que, non. Pourquoi ? Parce qu'une copie d'histoire juge votre niveau en histoire. C'est trop facile. À partir du moment où vous... Mais non, attendez, imaginez, en mathématiques, vous faites des fautes d'orthographe, on vous retire... Alors, si on vous retire un demi-point, tout le monde s'en foutra. Donc, pour que ça marque, il faut retirer 2-3 points. Mais, alors, ça veut dire que votre niveau en mathématiques a baissé. Imaginez qu'on décide que les copies de maths où il y a des fautes d'orthographe, on retire 3 points. Eh ben, dans 2 ans, vous ferez une émission comme quoi le niveau en mathématiques des étudiants a vachement baissé. Mais non, une copie de maths, ça juge les maths. Que vous mettiez 0 à un type qui parle en grammaire, en histoire-géographie, il faut quand même écrire français. Non, mais attendez. Il faut essayer de ne pas faire de fautes d'orthographe. Ah ouais, mais il y a 2 choses. Il y a être compris et l'orthographe. C'est différent. C'est-à-dire, si vous faites des phrases... qui êtes un défenseur de l'orthographe, je ne pensais pas que vous étiez sur cette liberté-là. Oui, mais il faut améliorer l'orthographe, mais ce n'est pas en sanctionnant... Enfin, c'est pas dans une copie qui ne traite pas du français. En français, oui, mais pas en histoire. Xavier Laurent Salvador. Mais je pense qu'on se trompe sur ce que c'est que l'orthographe. L'orthographe, c'est une civilité. Quand un étudiant me rend une copie, pardon, mais moi, il pénètre mon esprit pendant au moins 25 minutes. Et moi, j'exige d'un étudiant, quelle que soit la discipline dans laquelle il rédige, qu'il pénètre mon esprit avec un minimum de respect et un minimum de propreté intellectuelle. Il veut que je m'intéresse à lui. C'est à lui de se présenter pour que je m'intéresse à lui. Et l'orthographe, c'est avant tout le témoignage de cette civilité-là, que ce soit en histoire, évidemment, ou en mathématiques. Et lorsque nous formons nos étudiants à l'université, on espère qu'ils sortent de l'université avec ce corset mental qui leur impose de bien rentrer dans l'esprit de leur lecteur. Dans l'orthographe, une notion d'effort, de travail, de mérite, d'exigence. J'oublie le mérite, le travail, parce que c'est connoté dès qu'on parle de mérite et travail. Je parle d'exigence. Non, mais la personne qui fait une faute d'orthographe, c'est parce qu'elle est ignorante. Il y a l'action de J et la manière dont vous la réceptionnez. Vous, à la limite, moi, normalement, je fais pas de fautes, ou très peu. Mais si je vous envoie un texte où il y a plein de fautes, c'est clair que soit je veux vous faire balter, ce qui est possible, soit éventuellement... Vous vous moquez de lui. Voilà, ça d'accord. Vous vous moquez de Xavier Laurent Salvador. Ou je le taquine, disons. Non, mais c'est pour rigoler. On en est là, ce matin. Ou je le taquine. Mais un étudiant qui fait des fautes, c'est parce qu'il ignore, il veut pas vous vexer. Simplement, il ignore l'orthographe. Alors, à la limite, l'orthographe, c'est ennuyeux. Et alors, dans ce cas-là, on met des cours d'orthographe à l'université. Mais on l'a fait. Pendant longtemps. Et là, on sanctionne avec un examen, etc. Mais c'est un examen particulier. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on a même créé l'idée à l'université d'instaurer une année 0 pour faire de la remédiation en lettres pour les étudiants? Moi, j'ai été l'auteur d'un plan qualité-licence dans mon université pour valoriser les compétences orthographiques de nos étudiants pour rattraper le niveau à la sortie des collèges et des lycées. D'accord, mais vous comprendrez bien que dans cette logique-là, on a le résultat de ce qu'on a vu peut-être depuis 20 ans, c'est-à-dire une mise en situation d'incompétence des enseignants de lettres dans les classes de collège et lycée où on leur a dit vous devez valoriser le fond parce que en dissertation on parle du fond et pas de l'orthographe, en histoire on parle du fond et pas de l'orthographe. Résultat, tout ça est devenu une part congrue qui a totalement disparu des enseignements. Et voilà que 25 ans après, un ministre qui n'a peut-être pas forcément compris tout ce qui se passait arrive en disant vous auriez peut-être dû rehausser le niveau d'orthographe maintenant qu'on se rend compte que c'est un problème. Alors il y a de quoi faire rager.
Bon, Et alors, il est 11h16. Je vais vous donner la parole, c'est promis, parce que le débat est bien lancé. Il est 11h16, merci. Je suis obligé d'observer une petite pause publicitaire. Et dans 2 minutes, nous nous retrouvons. Il est 11h19. Allez, le débat est bien lancé à propos de l'orthographe et du français. Des fautes de français, parce qu'il n'y a pas que l'orthographe, il y a les mauvais accords, il y a beaucoup d'autres faiblesses dans les copies, je dirais faiblesses, dans les copies de nos étudiants ou de nos lycéens. Et Elisabeth Alain Moreno, vous avez entendu la petite passe d'armes entre Bernard Frippiat et Xavier Laurent Salvador. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il faut distinguer les différents types de fautes faites par les élèves. Il y a effectivement des élèves, quand on leur dit « là, on va t'enlever des points », hop, on voit que la vigilance, l'effort est différent. Parce que ce sont des élèves qui, depuis toujours, ont côtoyé l'écrit, ont côtoyé la lecture, et baissent un petit peu la garde, je vais dire, quand ils sont évalués sur autre chose. À faire attention. Tout à fait. Par contre, on a, et c'est pas forcément la majorité, on a un grand nombre d'élèves qui ne côtoient l'orthographe qu'à l'école. Donc, si on ne donne pas les moyens à l'école, le temps possible, à travers aussi la formation des enseignants, de pouvoir travailler l'orthographe, parce que je suis d'accord, les enseignants, ils connaissent les méthodes. Après, ils veulent du temps pour aussi échanger, parce qu'il y a des méthodes, il faut aussi dédramatiser des fois l'orthographe, aussi un petit peu décomplexé. Et il y a des sous forme de jeu, il y a des choses qui sont vraiment très, très, très sympathiques à faire avec les élèves dès le plus jeune âge. Mais par contre, ça nécessite du temps, ça nécessite aussi d'avoir des petits groupes. Et on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'une annonce pour faire le buzz sur un sujet qui n'est pas petit et qui a de l'importance, ça balaie toute la mise en œuvre derrière qu'il y a. Parce que je voudrais revenir aussi sur un autre point, c'est, vous y avez fait référence, Monsieur Bourdin, sur la confidentialité des copies, sur l'anonymat. Comment fait-on pour des élèves qui ont des handicaps, des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui ont de la dysorthographie? Comment on fait au bac? Aujourd'hui, il n'était pas sanctionné justement parce qu'il n'y avait pas il va falloir le prendre en compte, et quid de l'anonymat. C'est-à-dire que, alors il y a des solutions, il y a des choses à discuter, mais en tout cas, de nouveau, balancer une annonce comme ça, sans derrière la mise en œuvre ou la prise en compte réellement du métier et de l'élève, ça questionne. Je comprends Elisabeth Alain Moreno, mais aujourd'hui, la copie est anonyme et il y a des correcteurs qui enlèvent des points quand il y a trop de fautes d'orthographe dans une copie. Ça n'est pas la consigne qui est donnée quand on corrige un baccalauréat. C'est pas la consigne qui est donnée par l'Éducation nationale, par l'inspection. Bien sûr que non, je crois que depuis des années, l'inspection... Mais est-ce que des correcteurs le font ? Est-ce que des correcteurs le font ? Donc c'est une question de chance. Ça dépend du correcteur. Est-ce qu'il y a une équité parfaite dans la correction de Mac? Mais il n'y aura jamais une équité. Voilà, il n'y aura jamais une équité parfaite. C'est ridicule. Alors, j'ai vu quand même que, évidemment, le monde politique s'est emparé tout de suite de cette déclaration. J'ai vu que, par exemple, il y avait des députés LFI qui parlent de répression. Là, c'est un peu... l'orthographe, un privilège bourgeois blanc... Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, j'ai entendu ça. Oui, bien sûr, mais on l'avait. C'est un privilège bourgeois et blanc, l'orthographe. Mais on l'avait dénoncé dans l'Observatoire du décolonialisme dès le début. Il y a un aphorisme qui s'est mis en place depuis quelques années qui consiste à dire que coloniser c'est mal, mais éduquer c'est coloniser les esprits, donc éduquer c'est mal. Et on arrive aujourd'hui au bout de cette logique, de cette espèce de roue à cliquet qui est en train de s'installer et qui est en train d'exercer une pression folle sur des gens qui sont justement les garants de l'orthographe et qui sont les garants de cette civilité que représente l'orthographe, et là c'est le médiéviste qui parle, pour en arriver à dire qu'effectivement aujourd'hui, toute forme d'exigence dans la relation autrui, c'est une civilité. C'est une oppression. L'exigence devient une oppression. Devient une oppression à dénoncer. Mais ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, c'est n'importe quoi. Là, moi, j'ai fait une web-série. Oui, mais c'est défendu par des députés LFI, pardon. Clémence Guettet et Alma Dufour. J'ai fait une web-série, croyez-moi, elle est regardée au Sénégal, dans les pays d'Afrique francophone, et à mon avis, ils ne sont pas blancs. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Quel est le rapport entre l'orthographe
l'orthographe et la couleur de la mais non, peau. mais ces gens-là vous répondront. On est dans le surréalisme. Non, mais ces gens-là vous répondront que la race est une race mentale. Enfin, là-dessus, on a toute une littérature qui a été développée par beaucoup de gens qui vous diront que la blanchité n'est évidemment pas un critère dermique, mais un critère mental. Et donc, à partir de là, vous avez toutes les dérives auxquelles on assiste depuis des années, qui consistent à dire que si on est au Sénégal, qu'on n'est pas blanc de peau, mais qu'on s'intéresse à l'orthographe, c'est que finalement, au fond de soi, on est un blanc, etc. Mais ils vont pas apprécier si vous leur dites ça. Mais c'est ce qui est dit par les coloniaux. Moi, je pense qu'on trouve des cocos qui disent des bêtises et puis on répond. On a intérêt à donner toutes les chances à nos élèves de réussir en orthographe. Déjà, c'est assurer l'égalité des droits, parce que vous défendez cette exigence. Mais bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai parlé tout à l'heure de dysorthographie et de handicap réel par certaines déficiences des élèves. Mais pour tous les élèves sans exception, avoir des grosses difficultés en orthographe, c'est un handicap social aujourd'hui. Quand je dis l'orthographe fait sens, quand à un moment on ne comprend pas ce qu'on lit parce qu'il y a aussi écrire, mais il y a aussi la lecture. Et quand on ne met pas de sens parce que l'orthographe on ne la maîtrise pas, ça veut dire qu'on n'accède pas au sens de ce qu'on lit. Et c'est une discrimination entre nos élèves qui s'impose. Et donc il y a des élèves qui n'ont pas accès à tout. Et ça, c'est une inégalité de droit. Je ne sais pas si vous êtes à droite, à gauche. Là, vous êtes à gauche. Vous êtes l'UNSA. Je suis à gauche. Je confirme. Bon, vous êtes à gauche. Vous comprenez ces remarques de gauche, venues de la gauche, sur l'orthographe, qui serait une oppression, Je pense une que répression. Je pense que c'est une réponse buzz à une annonce buzz, tout simplement. Après, je ne partage pas. Je ne partage absolument pas, pour les raisons que je viens de vous donner. Ouais. C'est-à-dire que l'exigence en orthographe, elle est nécessaire pour l'intérêt de chacun des élèves et futurs citoyens de la société. Par contre, l'exigence, elle doit être accompagnée dès le plus jeune âge. Bien, il est 11h26, petite pause et nous poursuivons. Bien, il est 11h29, nous poursuivons, nous parlons d'orthographe, nous parlons de syntaxe, de grammaire sur l'antenne de Sud Radio, et se joint à nous Aurore Ponsonnet, qui est linguiste, auteur du Bled, Les sans faute à ne plus faire. Aurore Ponsonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, exigence, l'orthographe doit être une exigence ? Oui, et alors il faut distinguer aussi l'orthographe grammaticale et l'orthographe lexicale. L'orthographe grammaticale est importante parce qu'elle permet d'apporter des nuances. Et moi, je suis pour un apprentissage de la grammaire tout au long de la scolarité, parce qu'on a tendance à faire de la grammaire en primaire, un peu au collège, et la grammaire essentielle à l'orthographe. Et donc pour cette orthographe grammaticale, il faut revoir les termes essentiels, se remettre à niveau chaque année. Moi, je serais pour une formation des enseignants et des élèves à cette grammaire qui va leur servir de repère, qui va être un outil pour la vie. Et on peut s'améliorer à tout âge en orthographe en revoyant tout ça tous les ans. Moi, je serais pour qu'on fasse ça tous les ans. Oui, mais Aurore Ponsonnet, quelle est l'importance de l'orthographe aujourd'hui dans notre monde, alors que nous disposons de correcteurs automatiques et alors que les jeunes sont sur leur smartphone et évidemment s'envoient des messages sans faire attention à l'orthographe? Alors, l'orthographe pose problème à beaucoup de gens et pas seulement aux jeunes. Vous parlez des jeunes, mais moi je forme des adultes depuis des années. Je suis formatrice pour adultes. Oui. Et à tout âge, ils se posent des questions, ils veulent revoir les bases et on améliore son orthographe à tous les âges. Donc il n'y a pas que les jeunes qui écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et ce que je dis souvent, c'est que l'ennemi de l'orthographe, c'est la vitesse. Donc c'est le fait d'écrire très très vite, de vouloir répondre très vite, d'avoir 150 courriels à écrire dans une journée. C'est ça qui fait qu'on peut moins se relire, moins faire attention. Et il y a plein de choses à faire autour de l'orthographe et de la remise à niveau qui peut-être a été un peu mise de côté parce que, je ne sais pas si vous savez, mais on a perdu 800 heures d'enseignement consacrées à l'orthographe et à la grammaire tout au long de la scolarité. En quelques décennies, on a perdu ces 800 heures parce qu'on fait d'autres matières. On apprend d'autres langues, on a ajouté plein de matières, donc c'est très intéressant. On fait plus de travail à l'oral avec les élèves. Donc cette orthographe qui est complexe, qui n'a pas été réformée réellement depuis 1878, il faudrait aussi peut-être
questionner cette orthographe. Il faudrait aussi la critiquer. Parce qu'on parle du niveau en orthographe, de l'enseignement de l'orthographe, mais on ne parle pas de la complexité de l'orthographe qui pourrait être simplifiée. Moi, je suis très favorable à une simplification de l'orthographe et je pense que ça réglerait pas mal de problèmes. Mais quelques exemples de simplification, Aurore Ponsonnet. Alors moi, j'ai plein d'idées. Alors, allez-y. Alors, il y a des choses un peu absurdes. Je dirais, on peut commencer par un exemple sur l'écriture des nombres. Vous savez peut-être que 80 prend un S, puisqu'il y a 4 fois 20. Et quand on ajoute un adjectif numéral comme 10, 90, hop, il n'y a plus de S à 20. Oui. Donc, quand on veut faire comprendre en disant aux élèves, c'est logique, mais non, ça n'est pas logique. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Après, l'accord des participes passés, c'est d'une complexité sans nom. Il y aurait des choses à simplifier. Vous pensez que c'est si complexe que cela, l'accord des participes passés? Oui. Ah oui. Et je peux vous assurer, moi je suis une ancienne orthophoniste, donc j'ai vu beaucoup de dyslexiques dysorthographiques. Pour eux, c'était impossible. Voilà. Oui. Et maintenant, je forme des adultes qui ne sont pas forcément dyslexiques, dysorthographiques, mais qui ont de grosses difficultés, des lacunes et qui bataillent parce que pour eux, dans le milieu professionnel, c'est très très difficile d'avoir un mauvais niveau en orthographe, en fait, parce qu'ils se sentent jugés en permanence. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un écrit et laisse une erreur sur un accord du participe passé. On lui répond tout de suite, t'es nul, va t'acheter un Becherel, ne t'exprime pas si tu ne sais pas écrire. On passe tous notre temps à juger tous les gens dès qu'ils ouvrent la bouche, dès qu'ils écrivent quelque chose. Et ça, c'est vraiment problématique, alors que la complexité est réelle. Moi, je peux vous dire que j'essaye de simplifier l'orthographe. J'ai créé une méthode de grammaire simplifiée. Et là, je suis face à des personnes qui me disent, mais pourquoi ? Mais quel est le but de cette règle ? Est-ce que ça change vraiment le sens ? Et je suis confrontée à ça tous les jours. On me dit, mais à quoi ça sert ? Voilà. Et il y a des choses qui ne servent à rien. Merci Aurore Ponsonnet, linguiste, auteur du Bled et les 100 fautes à ne plus faire. Est-ce qu'il faut réformer l'orthographe, transformer l'orthographe, simplifier l'orthographe? Alors, il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas simplifier les participes passés parce que ça donne des nuances. Par exemple, alors si l'accord c'est tordu, mais c'est une gymnastique intellectuelle qui vaut la peine. Moi, je l'enseigne et tout le monde comprend. Ben si, elle s'est vue couper la route. Si vous mettez un E, elle est responsable de l'accident. Elle s'est vue en train de couper la route à quelqu'un. Oui. Et si vous mettez pas de E, c'est quelqu'un qui lui a coupé la route. Bon, ben c'est des nuances. Il y a moyen de jongler. Ça peut être très marrant, les participes, et en plus, on ne peut pas les simplifier. Ça va être le bordel. Vous ne direz pas, elle s'est offerte une glace. Hein. Vous direz, elle s'est offert une glace. Alors, c'est compliqué, mais on ne peut pas le simplifier. Et l'orthographe d'usage, j'aurais été pour il y a 30 ans. Par exemple, c'est vrai, charrette 2 R, chariot 1 seul, sauf que maintenant, le correcteur le voit. Alors c'est presque sadique, parce que la réforme de 90, c'était ça. Il changeait les airs de charrette, le i de... C'était sadique, parce que tant que... Je sais pas, en 1975, quand vous faisiez une faute, fallait retaper tout le truc. Maintenant, quand vous oubliez un R, l'ordinateur vous le souligne. Alors maintenant que ça ne vous embête pas, on va le simplifier. Non, on simplifie pas l'orthographe. Au niveau de l'orthographe d'usage, c'est inutile parce que l'ordinateur le voit. Après, on l'étudie pour une dictée, c'est autre chose, mais l'ordinateur le voit. Moi aussi, je donne cours à des adultes. Ils n'ont pas de problème avec les airs de charrette. Hein. L'ordinateur le voit. Et les participes passés, ça met des nuances. Voilà, et c'est c'est autre chose. C'est autre chose. L'orthographe d'un mot, c'est une chose. Les accords, autre chose. Oui, mais par exemple, en 90, par exemple, fait plus infinitif est toujours invariable. Bon. Oui. Et ils ont rajouté l'essai. L'essai plus infinitif est toujours invariable. Écoutez, moi dans mes stages, je vois les participes passés, ça me met une journée. Les stagiaires le dominent, ils y arrivent. Et ils font avec le pronominal suivi d'un infinitif, ils le font. Mais par contre, dès que je mets fait dans un exercice, une fois sur deux, ils l'ont oublié, quoi. Et alors, du coup, quelque part, c'est là qu'ils se trompent, parce qu'ils continuent le raisonnement. Donc, en mettant l'essai comme exception, vous faites une faute, vous leur faites faire une faute. Xavier Laurent. Mais écoutez, moi j'enseigne l'ancien français à l'université.
il n'y a pas d'orthographe pour l'ancien français. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, lire Chrétien de Troyes dans le français de 1250, pour nos étudiants, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de règles? Évidemment que non. Enfin, on arrive dans un système où on confond en fait l'orthographe et la langue. C'est pas parce qu'on va simplifier l'orthographe qu'on va changer la façon de parler des gens. L'orthographe est une codification, d'ailleurs, qui a été inventée par Geoffroy Tory dans un ouvrage qui s'appelle Champfleury, aux alentours de 1480, pour marquer la juste orthographe de Jésus-Christ qui mélangeait l'hébreu et le grec. Ça prouve dès le début que l'orthographe est un système de codification comme une règle. On dit que c'est compliqué, mais c'est une règle de civilité. Vous croyez que pour nos étudiants, c'est plus facile de jouer à Fortnite? Vous connaissez les règles du jeu d'échecs? La règle manifeste simplement le désir de rentrer dans un système complexe et d'en manifester la maîtrise. Encore heureux qu'on puisse offrir à nos élèves et à nos étudiants un outil pour démontrer qu'ils sont intérieurement bien construit. Et l'orthographe est l'outil universel qui permet à tous les francophones de manifester qu'ils possèdent les mêmes règles qui ont fait la culture française. Donc vous défendez ardemment l'orthographe et vous défendez la grammaire. Complètement. J'ai même lu que la grammaire était fasciste. J'ai même lu ça. Oui. J'ai même lu que la syntaxe était totalitaire. Coloniser les esprits, mais on en revient toujours à cette idée-là. Mais quoi mais je lis tout. Mais c'est ça le problème, c'est ça maintenant. Parce que maintenant, avec les mails, on lit toutes les conneries. Mais à la limite, il y a 30 ans, vous auriez été dans un bistrot, vous auriez payé 3 verres de vin rouge et vous seriez tombé sur un type qui lâchait des conneries comme ça. En l'occurrence, c'est Jeunette, et bon, c'était il y a 30 ans, c'était dans l'université qu'on disait ça. Hein. Donc, mais à l'université, on a... oui, bien sûr. Vous entendez ces remarques-là? Aujourd'hui, on en arrive à cette idée. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire la langue, bien sûr. Vous avez des linguistes aujourd'hui qui défendent l'idée que la langue leur appartient, que la langue, on en revient à une idée médiévale d'une langue qui n'appartient qu'à ses locuteurs, ce qui est vrai. La langue évolue grâce à ses locuteurs. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas confondre l'orthographe. Chacun utilise la langue comme il l'entend. C'est ce qu'on appelle un sociolecte ou un idiolecte. Voilà. Et bien sûr que la langue évolue de cette façon-là, mais il ne faut pas confondre la langue et l'orthographe. L'orthographe est un jeu qui n'a rien à voir avec la langue. Moi, en tant que linguiste, j'observe la langue, mais en tant que grammairien et en tant que pédagogue, j'offre à mes étudiants et mes élèves la possibilité de rivaliser avec les enfants de l'Alsacienne. La langue, c'est la route et l'orthographe, c'est le code. Exactement. Et c'est un code qu'on doit partager pour permettre à des enfants qu'ils viennent de Bondy, de Bobigny ou de l'Alsacienne, tous ensemble sur la route. Mais oui, qu'on vienne de l'Alsacienne, comme les enfants de M. Ndiaye, ou qu'on vienne de Bondy, on partage le moyen de montrer à nos recruteurs à venir qu'on possède tous le même outil technique qui prouve qu'on est bien fait à l'intérieur. Et il y a aujourd'hui un phénomène d'aristocratie qui consiste à mépriser l'orthographe, et qui devient un phénomène de classe, parce que dans les classes, lycées privés et un peu UP, on continue bien évidemment à enseigner à ses propres enfants la bonne orthographe qui permet de montrer que soi-même on est très intelligent, tout en permettant aux enfants de pauvres de surtout continuer à s'enferrer dans une grammaire qu'ils ne maîtrisent pas. Et on a stérilisé l'éducation nationale en l'empêchant de faire ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire d'enseigner à tous les enfants de France la possibilité de maîtriser son code. On a éradiqué le breton bretonnant en l'espace d'une génération. En 25 ans, c'était bouclé. Et aujourd'hui, on s'enferre avec des enfants de l'école française qui, au sortir de 7 ans, 8 ans, 10 ans dans une école, ne parlent pas Est-ce que vous pensez qu'on encourage la déconstruction de l'orthographe ou de la langue française même ? En tout cas, pour faire le lien avec la question sur la réforme de l'orthographe, moi je ne suis pas linguiste, donc je ne vais pas répondre directement. Par contre, ce que je peux constater, c'est que finalement, c'est un débat très vieux, là aussi, et que doivent être peu nombreux ceux qui pensent qu'il faut réformer, puisqu'on ne l'a toujours pas fait. Et je trouve qu'il y a une confusion à ne pas faire. Mais réformer, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, par exemple, la simplification. Mais vous seriez favorable à une simplification, à une réforme de l'orthographe ou de la grammaire ? Comme j'ai dit, je ne suis pas linguiste et je pense que ça ne résoudrait pas le problème. Donc finalement, si ça ne résout pas de problème, est-ce que c'est la bonne solution ou la bonne problématique à se poser ? Tout simplement parce que... le S à 80, c'est pas celui-ci qui va nous faire mal aux yeux. C'est pas celui-ci qui va mettre en difficulté l'élève, même si on doit avoir l'exigence pour qu'il puisse le mettre. Mais par contre, confondre la mer, maman, avec la mer, l'océan, ça, et ça, ce sont des fautes que les enseignants voient dans des copies de terminale,
qui font mal aux yeux et qui inquiètent. Ce sont ces fautes-là et c'est pas une simplification de l'orthographe qui va résoudre cette difficulté-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de débat. Oui, mais certains pensent que ça n'a aucune importance, que la faute d'orthographe. Mais certains, maintenant, dans l'éducation nationale, pensent. Pardon, mais oui, Bernard Frippier, ça existe. Tiens, c'est vrai ou pas? Mais bien sûr que ça n'a plus aucune importance et que l'orthographe et la grammaire, finalement, il faut la liberté totale, c'est-à-dire qu'on écrit comme on veut, quoi. Notre collègue l'a dit tout à l'heure, les 800 heures qu'on a perdues sur l'enseignement. C'est qu'on ne comprend plus quand on écrit comme on veut. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais les 800 heures qu'on a perdues, ce que vous disiez au début, cher monsieur, aujourd'hui, on en est arrivé à ce paradoxe, quand on enseigne la littérature en classe de langue, eh bien, on nous explique depuis maintenant 20 ans que enseigner la littérature, ce n'est pas enseigner l'orthographe ou la grammaire. Et donc, on doit évaluer les enfants sur leur lecture de Molière ou sur leur connaissance de la vie de Molière, mais surtout pas sur leur orthographe pour l'exprimer. Donc en fait, l'orthographe est devenue la part extrêmement congrue. Non, mais il faut les deux. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, je ne suis pas à éducation nationale, puis j'ai fait ça en Belgique, c'était à l'époque du 2e millénaire, donc le même millénaire que Louis XIV, ça fait quelque chose quand même. Mais le truc, c'est que vous avez une copie, par exemple, sur Molière, il y a un gosse, où je suis contre, c'est qu'on ne mette qu'une seule note. Mais qu'on mette une note pour l'orthographe et une note pour le fond, là, je serais d'accord. Mais au moins qu'on sache s'il connaît Molière. C'est ça qui est important. Si on mélange les deux notes, on va dire, oh, il connaît rien à Molière. Compréhension du texte. Compréhension du texte, voilà. Mais ça existe déjà. Il y a une part de la note qui est la compréhension du texte. Non, je sais pas. Non, après moi je suis favorable effectivement le bac français. C'est important à un moment qu'on puisse dissocier les deux types d'apprentissage parce que l'élève lui-même il doit avoir conscience à un moment de l'orthographe et de là où est-ce qu'il a fait ses erreurs et de pas les mélanger avec une faute de compréhension d'un texte en histoire. Par contre, il y a des moments où on doit travailler que l'orthographe parce que justement pour cette conscience-là et après rien n'empêche et on a même tout intérêt à ce que dans toutes les autres disciplines, de toute façon, on en fait toujours de la langue et de l'orthographe puisque c'est le vecteur de toutes les autres disciplines. Moi, je suis professeure des écoles, j'ai eu pendant longtemps des CP et l'orthographe, on l'a fait tout le temps dans toutes les matières, même quand on va en EPS. On va en parler de l'enseignement de l'école à l'école élémentaire qui est là. C'est le creuset, l'endroit où on apprend l'orthographe. On va en parler, 11h43 tout de suite. Il est 11h46. Est-ce qu'aujourd'hui, je me tourne vers vous, Elisabeth Alain Moreno, puisque vous êtes enseignante en école élémentaire, est-ce qu'aujourd'hui, on apprend encore correctement l'orthographe à l'école élémentaire, à l'école primaire ? Alors, les personnels souhaitent que oui, ils font tout pour que ce soit le cas. Par contre, les politiques éducatives de ces dernières années, le nombre de réformes incessants, un coup une méthode, un coup une autre, et on n'a pas. Et je ne rentrerai surtout pas dans l'apprentissage de la lecture avec toutes les méthodes, parce que là aussi, ça renvoie quand même une image très négative d'une école qui ne saurait pas où elle va, alors que les personnels savent très bien où est-ce qu'ils doivent aller. Par contre, ils demandent d'avoir du temps, comme je disais, de la formation. Mais les personnels, oui. Eux, ils savent très bien qu'on a intérêt à enseigner l'orthographe et ils savent très bien comment le faire. Par contre, l'école, par la succession de réformes permanentes et de tout et son contraire, a fait perdre à tout le monde le cap de qu'est-ce que c'était enseigner l'orthographe. Quel est le cap à suivre ? Dès le plus jeune âge, côtoyer l'écrit, et ça c'est ce que fait l'école, c'est capital parce que comme je l'ai dit, il y a des élèves qui nous côtoient. Vous dites que c'est ce que fait l'école, mais c'est ce que l'école a abandonné aussi. Alors c'est ce que vous faites, vous enseignants. L'école, non seulement elle n'a pas eu les moyens ces dernières années pour le faire correctement par rapport à des exigences de la société qui ont été levées à ce niveau-là. Et c'est surtout que quand on cumule un changement permanent de méthode ou qu'on renvoie cette image-là, on donne aussi quand même à l'opinion publique une image de l'école qui ne fait pas son boulot. Donc vous dites qu'il faut une méthode. Et s'en tenir à la méthode, non, Bernard Frippier dit non. Méthode. Alors je comprends pas. Il ne faut pas une méthode, il faut une exigence, ça c'est sûr. Oui. Par contre, les méthodes pour apprendre l'orthographe, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Et elles sont toutes bonnes ou il y en a de meilleures que d'autres ? Mais c'est comme quand on enseigne des mathématiques ou d'autres disciplines. Chaque enseignant est un professionnel qui connaît son métier et qui, en fonction des élèves qu'il a, des difficultés qu'il a, j'ai dit précédemment qu'il y avait des élèves qui côtoyaient l'écrit pour lesquels c'était juste un petit peu l'exigence qu'ils devaient avoir envers eux-mêmes. D'autres, c'est parce que ils ont besoin d'avoir une culture de l'écrit parce qu'ils ne l'ont pas eu suffisamment précédemment. Et donc la méthode, elle ne peut pas être la même quand on a des difficultés qui sont différentes. Elle ne peut pas.
Alors, je vais jouer le double belge, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes professeur au Pays Basque, dans le 9 Cube, en Alsace, à Lille, dans le 16e arrondissement, et la manière dont vous allez enseigner la lecture aux gosses est décidée à Paris, elle est la même pour tout le monde, c'est décidé à Paris par un type qui n'a même probablement plus vu d'étudiants. Alors attendez, je vous arrête 2 secondes, parce que là, vous allez pas faire plaisir à ma voisine de gauche. Autonomie des établissements. Des profs, mais non pas des établissements, des profs. Mais la liberté pédagogique est déjà constitutive du métier, quand même. Il ne faut pas confondre le programme et la liberté pédagogique. Il y a le programme qui fixe un cap, qui lui relève de l'inspection générale. Et qui doit être national pour assurer l'égalité à tous. C'est-à-dire que les paliers à franchir sont ceux des cycles, et il faut absolument qu'ils soient communs, justement pour permettre à nos élèves du 9 Cube, comme vous disiez, d'aller tous ensemble vers le même objectif. Et les moyens d'y arriver relèvent de la liberté pédagogique de l'enseignant. Et ça, on n'y peut rien, parce que la liberté académique pour les professeurs de fac, la liberté pédagogique pour les professeurs du secondaire. Et c'est ce en quoi tout à l'heure je vous parlais de la caporalisation de l'éducation nationale, où on voit un ministre arriver disant « Voilà ce qu'il faut faire maintenant quand vous corrigez vos copies ». Il y a là quelque chose qui, à mon avis, vous voyez, les trois types d'enseignants, vous voyez, Lino Ventura dans La Gifle, Patrick Bruel dans Prof, et puis Depardieu dans Les Cités, etc. Lino Ventura dans La Gifle, on ne lui dit pas comment il doit corriger, et on ne dit pas ce qu'il doit... On lui dit pas qu'il doit corriger. Aujourd'hui, on arrive dans une situation où, effectivement, on aimerait que ce soit Paris qui dise ce qu'on doit évaluer, combien de points on doit mettre et de quelle façon on y arrive. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, plus d'autonomie laissée aux enseignants. Voilà. Et plus d'autonomie laissée aux établissements, pardon. Mais aux enseignants, les établissements. Dans l'éducation nationale, aux établissements aussi. Et je vais même... Pour choisir leurs enseignants. Et puis, je vais même plus loin. Le prof va changer de méthode suivant la classe qu'il a. Suivant la classe, suivant les élèves que vous avez, le prof va adapter cette méthode. C'est comme le coup, on me demande combien de fois est-ce que vous êtes pour ou contre la méthode globale. Mais on s'en fout. C'est le prof qui doit... La formation, le prof doit être capable d'enseigner la globale, la syllabique et la semi-globale. Il doit connaître les trois. Mais après... Le but, c'est que les gosses écrivent. Et à la limite, si tout d'un coup vous sentez, d'autant plus que si vous obligez un prof, dans un sens comme dans l'autre, à utiliser une méthode qu'il n'aime pas, il va l'enseigner mal. Donc, c'est pas ça. Laissez-le faire comme il veut. Et après, on juge le résultat. Après, on juge le résultat. Voilà. Oui, mais alors l'orthographe, on y fait attention, les enseignants à l'école élémentaire. Est-ce qu'au collège et au lycée, on fait encore attention à l'orthographe? Est-ce que les enseignants ont le temps ou la volonté d'être attentifs à la qualité orthographique des copies? Mais on l'a sorti des grilles d'évaluation et des programmes pour le second cycle. Donc en fait, même si les enseignants ils sont sensibles, de toute façon, on les a stérilisés. On leur a dit, n'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Chose. Regardez pourquoi ailleurs. Ça a été pourquoi il y a quelques années, ça a été une mode? Je ne sais pas si c'est une mode, je laisserai ma collègue en parler. C'est une façon d'intégrer. Non, pourquoi? Moi, je pense qu'effectivement, chaque ministre qui passe peut marquer aussi sa trace. Ce qui nous vaut d'avoir à chaque fois des changements de cap, comme je le disais. Après, il y a eu sans doute une école à un moment, et là, quand je parle, c'est l'institution, qui a cherché comment est-ce que les programmes devaient s'adapter à une société qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, qui est en permanente mutation. Mais à un moment, il faut qu'on arrive à trouver cette régulation et à s'adapter vraiment à la société, aux exigences. Et là, le constat qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est important les états des lieux, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a intérêt à remettre de l'exigence en orthographe. Les personnels, j'ai dit, ils la connaissent, ils n'ont pas perdu la motivation d'évaluer l'orthographe. Peut-être qu'ils l'ont perdu parce qu'à force de voir des fautes, effectivement, mais tout simplement parce qu'ils avaient surtout la consigne d'évaluer ou pas. Et c'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Et après, pour répondre à ce que vous disiez sur liberté pédagogique, oui, ça c'est important. Confiance aux équipes, c'est même capital. Par contre, c'est indépendant de recruter les enseignants et de façon indépendante d'un territoire à un autre, parce que là, on retomberait dans l'inéquité. Parce que de la même façon qu'un programme doit être national pour assurer le même service public d'éducation à chaque élève, un recrutement de même niveau de chaque enseignant, c'est pour les mêmes enjeux. Oui, mais alors là, enfin là, c'est-à-dire que vous êtes d'accord des directives qui viennent de Paris, vous êtes d'accord pour certaines choses, pour l'enseignement, si j'ai bien compris. Et ça s'explique. Mais vous n'êtes pas d'accord. Il y a un vrai danger au recrutement local qui serait. Moi, il y a 10 ans, j'aurais pensé comme vous en disant il faut que les établissements pilotent eux-mêmes leur recrutement. Il y a un danger qui nous guette aujourd'hui, c'est l'école communautaire.
C'est la communautarisation des écoles publiques. C'est-à-dire de se retrouver dans des bassins de recrutement où, pour faciliter l'intégration de certaines populations, on recruterait des enseignants qui seraient uniquement issus des communautés locales. Et donc là, on arriverait à des disparités dans l'éducation, la formation et même dans les programmes qui rendraient certaines situations ingérables. Les États-Unis ont suivi cette voie pendant longtemps, en recrutant uniquement les enseignants de certaines communautés dans des écoles au milieu des communautés. L'école républicaine, elle s'est formée des élites républicaines. Elle ne s'est pas formée des élites... Ça, on est d'accord. Eh ben, oui, mais justement. Oui, donc le problème, c'est qu'elle ne s'est pas formée des élites communautaires. Et là, on mettrait doublement les établissements en situation d'incompétence. En demandant aux écoles, mettons, je ne sais pas moi, de certains bassins de recrutement, d'être uniquement tournés vers ça. Oui, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. C'est des concours nationaux, le recrutement, non? Le recrutement, oui. Mais est-ce que le recrutement des enseignants, est-ce que lorsqu'on passe ces concours nationaux, tout à l'heure Bernard Frippiat nous en parlait, est-ce qu'on fait attention à l'orthographe ou pas? On pénalise les copies? Je ne sais pas moi, au CAPES ou... Oui, il met 0 et on est quand même engagé. Il met 0, oui, non, c'est vrai. Pour avoir échangé avec des correcteurs du CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles, il est effectivement noté qu'il y a un nombre de fautes plus important dans les écrits, les copies des candidats au concours. Mais on en revient à une problématique qu'on connaît que trop ces dernières années, c'est la crise du recrutement de l'éducation nationale. Et donc forcément, mais quand on a ce type, c'est un cercle vicieux, quand on a ce type d'annonce, comment est-ce qu'on peut être un employeur qui vend le métier et qui fait envie? Franchement, moi, quand j'entends ça, j'ai pas envie de rentrer dans l'éducation nationale, alors que c'est un métier que j'aime et que je conseillerais. Mais quand on a un employeur qui dit ça, ben franchement, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Et à quoi vous ajoutez, moi, les étudiants qu'on voit arriver dans les formations aujourd'hui MEF, les bons étudiants préfèrent nous dire: je ne passerai pas les concours, je me ferai recruter localement pour ne pas avoir à subir les affres des premières années où on vous envoie à 800 km, etc. Et aujourd'hui, on préfère... Alors qu'il y a 20 ans, une étudiante un peu effacée se dirigeait vers le privé. Aujourd'hui, la brillante étudiante qui sort de Cagnes, qui réintègre les cursus universitaires, se destine à éviter le CAPES pour aller vers peut-être l'enseignement privé, le recrutement local. Alors, nous allons terminer avec Bernard Frippiat et juste un petit dérapage, si vous voulez bien, Bernard. Quelle est la règle grammaticale la plus compliquée, selon vous? Le pronominal, mon avis, le pronominal. Et alors, le pronominal, expliquez-nous. Par exemple, c'est quand vous dites je me, tu te, il se. Alors là, il y a une injustice que mon voisin, évidemment, a remarqué, c'est que les femmes font plus de fautes. Parce que quand vous dites je me suis rendu compte, on met un U. Qui c'est qui se demande tout le temps s'il faut un E? C'est pas nous, hein. Donc, méditez ça. Et alors, le petit truc que je donne, c'est de vous remplacer par je le, je lui. Quand c'est je le, vous accordez, je lui, vous n'accordez pas. Par exemple, nous sommes téléphonés. Vous direz je le téléphone ou je lui téléphone? Vous direz quoi? Je lui téléphone. Eh ben, on met pas d'S. Ils se sont regardés, je le regarde, on met un S. Voilà, ça c'est le bon truc. Vous remplacez par je le, je lui, je le t'accorde, je lui t'accorde pas. Inclusive à laquelle je suis en train de penser, parce que là aussi, ce serait... Ne mêlons pas l'écriture inclusive à tout ça. Au niveau orthographique, c'est très compliqué aussi. Ça tue l'orthographe, l'écriture inclusive. Personne l'orthographie de façon identique. Personne. Oui, non, moi c'est sûr. Où est-ce qu'on met le point médian entre les deux consonnes? Et c'est surtout pour chanter les chansons de Brassens. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Cette chanson, c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète avec la caporalisation du métier, c'est que si on commence à accepter aujourd'hui la correction de l'orthographe, demain on nous demandera de corriger des copies en écriture inclusive, qu'est-ce qu'on dira? La liberté pédagogique là-dedans. C'est catastrophique. Voilà. Il y a un petit ouvrage qui s'appelle Le sexe et la langue que je vous recommande. Merci à tous les trois. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h13, merci d'être avec nous. L'information est tombée il y a quelques instants à son arrivée à Vilnius, capitale de la Lituanie, où vient de s'ouvrir le sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles longue portée Scalp à l'Ukraine. Alors on a essayé de savoir tout de suite quelle est la nature, ce que sont ces missiles Scalp. Eh bien, pour avoir toutes les informations nécessaires, j'ai appelé Marc Chassillan, expert en armement. Marc Chassillan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Marc Chassillan. Alors, Emmanuel Macron a annoncé au premier jour du sommet de l'OTAN que la France allait livrer des missiles longue portée Scalp à l'Ukraine. Longue portée, c'est-à-dire?
Alors le Scalp, c'est la version, enfin c'est la dénomination française du Storm Shadow britannique, hein, qui a déjà été livré à l'Ukraine. D'ailleurs, ces missiles sont fabriqués exactement dans la même usine, hein, dans le Loir-et-Cher en France. Donc on parle exactement du même missile, Scalp ou Storm Shadow, c'est exactement la même chose. Et ce sont des missiles qui, dans les versions qui sont réservées aux forces françaises et britanniques, ont des portées. Alors c'est confidentiel généralement, mais c'est de l'ordre de 400 à 450 km. Et il existe une version qui porte un petit peu moins loin. C'est sans doute celle-là que la France va livrer dans une version un peu bridée. Donc on est en train de parler du même missile, dont on parle déjà depuis plusieurs semaines maintenant. Et en fait, ce qui pourrait être une interprétation, c'est qu'en fait la France prend le relais des Britanniques parce qu'en fait les stocks ne sont pas inépuisables et que probablement que les Britanniques sont arrivés sans doute au bout de ce qu'ils pouvaient faire et la France en quelque sorte prend le relais dans cette dotation à l'Ukraine. Alors on ne sait pas combien. On ne sait pas si l'Ukraine a déjà utilisé ces missiles. Est-ce que vous le savez, Marc Chassillon ? Alors, c'est documenté, oui, on le sait. Hein. On sait que ces missiles Storm Shadow ont été montés sur des avions ukrainiens qu'on appelle les Sukhoi 24, qui sont des bombardiers. Et l'adaptation a été faite de manière assez rapide d'ailleurs. Et ils ont déjà été utilisés, ils ont déjà frappé des cibles sur le front russo-ukrainien. Ça, on le sait, absolument. Voilà, donc ce sont des missiles qui ont été utilisés, les Storm Shadow. On ne sait pas combien, on ne sait pas si les stocks ukrainiens sont épuisés. Ce qu'on sait, c'est que, comme vous le dites, Marc Chassillon, c'est la France qui va prendre le relais. Est-ce que la France possède beaucoup de ces missiles ? Alors, les dotations initiales, telles qu'on peut les lire dans les documents officiels de marché français, c'est que la France aurait acquis à l'origine environ 500 missiles qui sont en service à la fois dans l'armée de l'air et dans l'aéronaval avec les Rafales qui sont sur le porte-avions Charles de Gaulle, et que ces missiles on a déjà tiré un certain nombre puisque en Libye on en a fait usage et ensuite on en a tiré aussi en Syrie lors de l'opération Hamilton. Donc il y a quelques missiles qui ont déjà été utilisés. Le stock restant, une partie a été modernisée, l'autre partie ne l'a donc pas été, et on peut imaginer que c'est cette partie non modernisée qui fait l'objet d'un transfert à l'Ukraine. Évidemment, toutes les informations concernant le nombre de missiles sont confidentielles pour des raisons absolument évidentes. Hein, c'est que personne n'a envie de donner aux Russes une information aussi capitale, mais de toute façon, c'est forcément plusieurs dizaines de missiles, sinon ça n'a aucun intérêt militaire. Ben évidemment. Alors Moscou promet une riposte. Hein, Moscou a immédiatement réagi. Est-ce que ces missiles sont détectables et vulnérables ? Alors c'est ce que l'on appelle des missiles de croisière furtifs, c'est-à-dire qu'ils se déplacent. Alors ils peuvent se déplacer à relativement basse altitude pour échapper au radar. Ça fait partie de ce qu'on appelle du profil de mission que le donne au missile, qui est sa trajectoire et son altitude et sa vitesse. Mais ce sont aussi des missiles qui ont une forme tout à fait particulière et qui sont fabriqués dans des matériaux tout à fait spéciaux pour, en quelque sorte, absorber les ondes radar et en réfléchir le moins possible, de sorte que ce qu'on appelle leur signature radar est assez faible. Donc ce sont des missiles qui sont assez difficilement détectables. Ils ne sont pas complètement indétectables, parce qu'il n'y a rien d'indétectable, mais ils sont difficilement détectables. Et guidés par GPS ? Alors ils ont un guidage extrêmement sophistiqué qui est en fait un guidage triple. Vous avez un guidage GPS, mais ce guidage GPS, on sait bien sûr qu'il peut être brouillé. Oui. Donc auquel cas, le missile a ce qu'on appelle une centrale inertielle. Voilà, donc c'est un gyroscope qui lui donne son cap et sa vitesse et qui lui permet de toucher la cible. Et en plus de ça, le missile a ce qu'on pourrait appeler un œil électronique infrarouge qui fait qu'avant de lancer le missile, on lui indique quelle est la nature de la cible qu'il va toucher. Il enregistre dans son cerveau électronique l'image de cette cible et quand son œil électronique voit la cible, eh bien il fonce dessus. Ah, d'accord. Dites-moi, Marc Chassillon, est-ce que les Russes possèdent le même type de missile ?
Alors les Russes possèdent des missiles de croisière qu'on appelle les missiles Calibre, qui sont des missiles qui sont tirés par les bateaux de la marine russe. Et ils ont aussi des missiles de croisière qu'on appelle les Kh-22, qui sont tirés par les bombardiers Tupolev. Donc ce n'est pas tout à fait la même technologie, mais la mission que l'on peut donner à ces missiles est tout à fait semblable à ceux que l'on peut donner au Scalp ou au Storm Shadow. Ce sont des missiles de frappe, des missiles de croisière destinés à frapper des cibles de haute valeur. De leur côté, les États-Unis ont confirmé la fourniture d'armes à sous-munitions pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'une arme à sous-munitions? Expliquez-nous, Marc Chassillon. Alors, en l'occurrence, là, ce dont on parle, ce sont des obus à sous-munitions. Donc, un obus à sous-munitions, ça ressemble à n'importe quel obus. Hein, donc, c'est une forme en ogive, là. Et c'est un obus cargo, c'est-à-dire qu'au lieu d'être rempli d'explosifs, en fait, c'est comme une grosse boîte. Et on le remplit avec ce qu'on appelle des bombelettes. Donc les bombelettes, ce sont des petites munitions qui font une dizaine de centimètres de longueur sur 3-4 centimètres de diamètre. Et quand le missile survole la cible, à ce moment-là, il s'ouvre et il libère entre 40 et 60 petites bombelettes qui viennent tomber un peu comme la pluie. D'ailleurs, en 1991, lors de la guerre du Golfe, les Irakiens appelaient ces munitions la pluie noire. Donc, c'est pour indiquer un petit peu la nature de ce qu'est ce type de munitions. Et donc, ça fait tomber sur le terrain toutes ces bombelettes. Et ces bombelettes, elles ont un double effet, c'est que elles sont fabriquées dans un corps en acier préfragmenté, ce qui fait que quand elles explosent, elles projettent des éclats dans tous les sens et elles tuent les soldats. Mais à l'intérieur de ce tube que je viens de décrire, il y a aussi une charge perforante qui fait qu'en fait, quand cette bomblette tombe sur le toit d'un blindé, en fait, elle perce le toit du blindé. Cette charge perforante est capable de percer plusieurs centimètres d'acier. Donc c'est mortel à la fois pour les blindés et aussi pour les fantassins. Et c'est très difficile de se protéger vis-à-vis de ce type de munitions parce qu'en fait, si j'ose dire, il n'y a pas d'échappatoire. S'abriter face à ce genre de munitions est extrêmement difficile. Oui, j'imagine. Munitions qui sont décriées par des ONG et bannies même par de nombreux pays. Oui, alors depuis 2008, me semble-t-il, il y a une convention qu'on appelle la convention d'Oslo qui a été signée par plus d'une centaine de pays qui se sont interdits à la fois la fabrication et la commercialisation et l'usage de ce type de munitions. Pourquoi? Parce que certains modèles de sous-munitions ont ce qu'on appelle un taux de non-explosion. C'est-à-dire que vous semez ces bombelettes sur le terrain, mais il peut y avoir un certain pourcentage de ces bombelettes qui n'explosent pas. Et elles restent sur le terrain et elles polluent le terrain. Et évidemment, après la guerre, ou même pendant la guerre, de nombreuses personnes, y compris des civils, peuvent être très sévèrement blessés, voire être tués par ces munitions qui restent sur le terrain et qui, bien sûr, sont très petites, donc on les voit pas beaucoup, et en plus avec les saisons et la pluie, elles s'enterrent plus ou moins dans la boue ou le sable, ce qui fait qu'elles sont meurtrières des années après avoir été semées. Ah oui, d'où le danger. Est-ce que ces munitions ont été utilisées déjà sur le théâtre de guerre entre l'Ukraine et la Russie, par les Russes par exemple ? Oui, alors, il se trouve que dans les pays non signataires de la Convention d'Oslo, il y a justement l'Ukraine et la Russie. Ah, les deux pays. Oui, d'accord. Oui, absolument. Oui, alors il faut savoir qu'il y a aussi des pays de l'OTAN et des pays de l'Union européenne qui n'ont pas signé cette convention. Par exemple, France a signé. La France l'a signé, mais par exemple la Pologne, la Finlande, la Turquie ne l'ont pas signé. D'accord. Voilà, donc il faut le savoir. Donc on sait que, et là aussi c'est aussi documenté, qu'un certain nombre de munitions, alors du côté russe c'est plutôt des roquettes, hein. Les Russes tirent énormément de roquettes à sous-munitions, donc les Russes en ont fait l'usage, mais les Ukrainiens aussi, on le sait. Voilà. Donc ça a déjà été utilisé, ça n'a pas forcément été extrêmement médiatisé, mais ça a déjà été utilisé des deux côtés. Oui, ni les uns ni les autres n'ont médiatisé l'utilisation de ces munitions. Hein. On est bien d'accord, hein, Marc Chassillon. Oui, tout à fait. Parce que ça ne fait pas très bon effet, évidemment.
Évidemment. Voilà. Alors c'est le grand c'est le grand paradoxe de ces sous-munitions. Donc si vous voulez, d'un point de vue strictement technique et de manière un peu froide, hein, je vous prie de m'en excuser. Oui. Ce sont des munitions qui militairement ont une redoutable efficacité. Donc c'est pour ça que certains n'hésitent pas à les utiliser. Et évidemment, ensuite, les conséquences humanitaires que ces munitions peuvent avoir relèvent d'une autre dimension. D'une autre dimension. Bien, Marc Chassillan, merci pour tout cela. Vous allez suivre évidemment de près ce qui va être annoncé à Vilnius. C'est un peu et sur le terrain militaire, quand même l'adhésion de la Suède. Quelle est sur le terrain purement militaire? Je parle même pas de géopolitique. Hein, sur le terrain purement militaire, quelle est l'importance de l'adhésion de la Suède à l'OTAN? Alors c'est une importance que l'on mesure quand on regarde tout simplement une carte de géographie. Oui. Quand on voit où se trouve la Suède et surtout quand on voit où se trouve l'île de Gotland. Hein, l'île de Gotland, c'est la fameuse île. Hein, qui est en mer Baltique. En mer Baltique, voilà. Donc en langage militaire, on appelle ça un porte-avions insubmersible. Oui. C'est-à-dire que celui qui possède et celui qui maîtrise effectivement cette île de Gotland maîtrise quasiment la moitié de la Baltique. Donc on imagine bien que l'embarras que ça peut causer du côté des ennemis de l'OTAN, que je ne vais pas citer, oui. et on imagine bien tout l'intérêt pour l'OTAN de récupérer ces côtes suédoises, oui. et en particulier cette île de Gotland. Donc je dirais que la géographie parle d'elle-même. En dehors du fait que les forces suédoises sont des forces très bien équipées et tout à fait capables. Donc c'est un appoint pour l'OTAN, évidemment. Bien, merci beaucoup Marc Chassillan. Merci pour vos lumières, encore une fois, de nous faire partager votre savoir. Nous avons besoin de cela. Toujours expliquer, toujours analyser avant de commenter, avant l'opinion. Les faits avant l'opinion. Il est 12h26, vous êtes sur Sud Radio. Merci, c'est l'heure de Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons.